Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Borrello. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur, le président du directoire du groupe SOS. Tiens, ça veut dire quoi pour vous ce mot impact là, qu'on met un peu à toutes les sauces ? Alors c'est pour nous un mot indispensable parce qu'il y a très longtemps, dans la querelle qui opposait l'économie sociale, l'économie classique, etc., nous avons eu le malheur de dire que les statuts ne faisaient pas la vertu et que l'on soit association, coopérative, mutuelle, entreprise de capitaux, l'important n'était pas les statuts qu'on avait adoptés, mais plutôt ce qu'on créait concrètement pour la société. Une fois qu'on a dit ça, encore faut-il le mesurer. Et donc pour nous, c'est pas simplement un mot, c'est une exigence de mesurer l'impact de nos actions, l'impact social, économique et environnemental. Et à ce propos, nous avons créé il y a 3 ans un sommet de la mesure de l'impact qui aura lieu au CESE au mois de mai, qui réunira 4000 personnes, des ministres, des grands chefs d'entreprise, des universités. Et l'idée est de dire, quoi qu'on fasse, il faut être capable de le mesurer pour s'améliorer ou changer d'orientation ou tout simplement pour avancer dans la bonne direction. Est-ce que ça veut dire d'une certaine façon que ça guide vos actions parce que c'est tellement grand le groupe SOS qu'on peut se dire c'est quoi le lien entre une association, une entreprise, entre un hôpital, une épicerie solidaire, un bar, un EHPAD, une crèche, j'en passe et des meilleurs, quoi. Donc c'est ça peut-être, c'est cette mesure d'impact, c'est qu'est-ce qu'on fait de bien pour la société ? Le lien, c'est l'intérêt général. Très clairement, le point commun entre tous les types d'établissements que vous venez de citer, c'est qu'ils sont organisés autour de l'humain, que ce soit l'humain abandonné dans des zones rurales où il n'y a plus de commerce, que ce soit la personne en situation de difficulté sanitaire, que ce soit la personne en fragilité du fait de son âge. Alors ça peut être dans une crèche ou dans un EHPAD, parce que la fragilité, c'est ce qui relie nos vies du début jusqu'à la fin. Et donc, mesurons l'impact de ce que nous faisons et essayons d'améliorer les conséquences de nos actes. Alors, quelques chiffres pour cerner le groupe SOS, c'est plus de 22 000 personnes employées, un chiffre d'affaires d'1,8 milliard d'euros. En fait, c'est la somme de tous les budgets des associations et des entreprises les comptes consolidés, qui composent le groupe. Tiens, quel est le degré d'autonomie de chacune de ces structures ? Et puis derrière, il y a la question subsidiaire, qu'est-ce que vous leur apportez aux uns et aux autres ? Mais d'abord, le degré d'autonomie. Alors, le degré d'autonomie, c'est effectivement d'être dans le cœur de son sujet. Il est évident que Wings of the Ocean, qui lutte contre les plastiques dans les océans avec des bateaux, qui organisent des milliers de manifestations avec des bénévoles pour empêcher les plastiques de se déverser dans la mer, a sa logique, de la même manière qu'un hôpital a des logiques. Alors le degré d'autonomie, c'est qu'il y a des valeurs fondamentales. Dans nos hôpitaux, il n'y a pas de paiement par le patient, de quoi que ce soit. Il n'y a pas de clientèle privée. Donc en clair, l'idée, c'est que, quels que soient les biens ou services, il faut qu'ils soient accessibles à tous, quel que soit le degré le niveau de richesse de chacun. Donc ce sont les grands principes qui régissent à la fois les établissements et qui régissent évidemment les équipes qui seront bientôt plutôt 26 000, parce que le temps d'imprimer chez nous, les chiffres ne sont plus valables. Oui, effectivement, ça progresse en temps réel d'une certaine façon. On est dans un modèle d'économie sociale et solidaire avec Absolument, le groupe SOS. Absolument. Alors on en a souvent parlé ici, mais on peut peut-être rappeler en quelques mots ce que c'est, et puis surtout pourquoi vous l'avez choisi. Alors, la particularité, c'est que personne n'est propriétaire de quoi que ce soit, c'est-à-dire que l'ensemble de ces entreprises, associations, etc., sont détenues ou gouvernées par des associations. Donc, aucun d'entre nous n'est propriétaire d'une action, d'un mètre carré d'immobilier, même si la valorisation immobilière du groupe SOS, c'est plus d'1 milliard. Ce sont les associations qui en sont propriétaires. Pourquoi on l'a choisi ? Parce qu'on ne voulait pas qu'à un moment donné, des actionnaires puissent décider de l'orientation. C'était la grande question. Alors, c'était il y a 40 ans, puisque cette maison a été créée en 84, donc nous fêtons cette année les 40 ans. Et l'idée était de dire, on peut être guidé par l'intérêt général, on peut être guidé par l'intérêt financier, mais quelquefois, il peut y avoir une rencontre des deux qui ne va pas dans le bon sens. Donc, pas d'actionnaires, pas de dividendes. Pas de dividendes, c'est ce que j'allais vous dire. Et donc une économie plus frugale, sans doute, que des grands groupes équivalents qui ont des comptes à rendre à leurs actionnaires. Avec un modèle coopératif aussi. Alors il y a des associations, il y a des coopératives, il y a des entreprises commerciales pures, mais elles sont détenues
à 100% par les associations du groupe SOS. Ouais. Comment, alors je vous ai déjà posé la question, parce qu'on s'est déjà rencontrés sur ce plateau, mais comment on garde ce principe en grandissant autant, quoi, quand on est 26 000 ? C'est quand même un défi compliqué à relever. Absolument. C'est un défi qu'on n'avait pas tout à fait prévu, parce qu'on démarre une association avec quelques copains avec qui on partage l'essentiel, et puis lorsqu'il y a 500 000, 10 000, 20 000 et bientôt 30 000 salariés, il faut faire en sorte que les gens se rencontrent régulièrement et surtout que l'essentiel de ce que nous sommes remonte du terrain. Une fois que j'aurais dit bottom-up de manière générale, objectivement, ceux qui travaillent dans les hôpitaux en Lorraine savent de quoi on a besoin dans un hôpital en Lorraine, mieux que ce que le siège ne le saurait. Et c'est valable pour ceux qui élèvent des moutons en Bretagne pour faire de l'éco-pâturage. Objectivement, entre nos bergers, nos chirurgiens et nos marins, chacun est mieux placé pour savoir quelle est la stratégie à adopter. Est-ce que vous faites de la politique avec le groupe SOS ? Non, on ne fait pas de la politique, en tout cas on n'est pas partisans, nous sommes extrêmement divers. Moi j'étais engagé toute ma vie, j'étais syndicaliste, j'ai travaillé pour les gouvernements à partir de 81, j'ai quitté la fonction publique ensuite. C'est un secret pour personne que j'ai accompagné la création du mouvement présidentiel, que je continue à accompagner. Mais objectivement, je suis assez minoritaire dans ma propre maison. L'idée, c'est que chacun est parfaitement libre. L'important, c'est de militer. Parce que le militantisme professionnel, c'est bien. Je continue à penser qu'aujourd'hui, plus que jamais, chacun doit s'investir aussi pour l'ensemble de la société. Je vous ai posé cette question aussi parce que vous venez de lancer avec un collectif d'associations et d'agences une campagne collective, intitulée « Make Exclusions Great Again ». Évidemment, on voit qu'il vous ciblez. Pourquoi vous vous êtes dit « il faut qu'on marque le coup par rapport à ce qui se passe aux États-Unis » ? Alors, ce qui se passe aux États-Unis, et peut-être qu'il n'est pas utile d'aller chercher aussi loin. Je crois que j'ai une profonde détestation pour les politiques qui passent leur vie à désigner des boucs émissaires. Donc, les migrants une fois, les LGBT la fois d'après, etc. Donc, ça fait partie de l'ADN du groupe, la lutte contre les exclusions. Et évidemment que nous devons faire valoir des pensées positives. Je n'ai pas envie de lutter contre tel ou tel extrême. J'ai envie de pousser les valeurs qui, au groupe SOS, nous animent, c'est-à-dire le vivre ensemble. Mais est-ce que c'est aussi, parce qu'il y a tout un tissu associatif au sein du groupe SOS, est-ce que certaines des associations qui font partie du groupe sentent déjà, et je reviens aux États-Unis quand même, l'effet des coupes budgétaires décidées par Donald Trump? Parce qu'on a reçu ici, notamment des associations qui sont dans le domaine de la santé, et qui disent que l'impact, malheureusement, l'impact négatif, il est comme ça, ultra rapide, quoi. L'impact est dramatique sur l'ensemble du monde, c'est-à-dire que nous sommes présents dans une 50aine de pays, alors pas sur de l'humanitaire d'urgence, ce qui nous a mis à l'abri des coupes budgétaires, mais il faut savoir qu'aujourd'hui l'aide internationale a été divisée par 2 en un mois. Ça veut dire clairement que des dispensaires ont fermé du jour au lendemain, que des soins ont été interrompus, que les livraisons d'alimentation n'arrivent plus dans un certain nombre de pays, et on a des catastrophes humanitaires au Soudan, au Nord Kivu, en RDC, pour des tas de raisons, mais sauf que les humanitaires n'ont plus les moyens d'y aller. Donc la mobilisation de la société civile est encore plus importante, parce qu'on voit bien que les États, quels qu'ils soient, peuvent varier brutalement. Mais est-ce que c'est pas aussi le signe qu'on s'est un peu endormi ? Il y avait une solution de facilité à se reposer sur la manne américaine, quoi. Alors, c'était la moitié de l'aide humanitaire internationale, c'est extrêmement important. De manière générale, la sollicitation du grand public a été sans doute un peu oubliée, y compris par le groupe SOS, où nous n'avons quasiment pas de recours à des campagnes de dons, etc. Donc l'idée aujourd'hui de sensibiliser le grand public de manière à ce que les citoyens réagissent et éventuellement prennent le relais est aujourd'hui un vrai sujet, et c'est pour ça que la mobilisation des 40 ans se fait vraiment au niveau du vivre ensemble. Parce que, évidemment, tout ceci est parfaitement lié. Quand on a le choix entre mourir dans un pays ou passer la Méditerranée en risquant sa vie, on tente le coup en Méditerranée, et ce ne sont pas des barrières virtuelles qui empêcheront les gens d'essayer de survivre, eux et leurs enfants. Je reviens peut-être aux engagements en matière d'environnement, d'énergie, climat du groupe SOS. En 2022, vous aviez adopté un plan sobriété, énergie et climat. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan sur les actions que vous avez menées et sur les
l'efficacité de ce plan? Premier sujet, mesurer. Mesurer parce que le groupe SOS a des milliers de véhicules, a des bâtiments, quelquefois extrêmement énergétivores, parce qu'un hôpital, surtout s'il est un peu ancien, est une passoire thermique. Ils ont été construits dans les années 70. Absolument. On sait bien qu'un EHPAD des consommateurs d'énergie, parce que l'été, il faut le chauffer, l'hiver, il faut le chauffer sérieusement, et l'été, il faut le rafraîchir, compte tenu de la fragilité de ses résidents. Et c'est assez amusant parce que quand on s'est lancé là-dedans, il y a eu, comme dans toute organisation, quelques résistances. Parce que ceux de la santé nous disaient la priorité, c'est pas forcément d'améliorer l'impact thermique du bâtiment, mais d'acheter le nouveau robot qui permet, etc. Lorsque la crise énergétique est venue et lorsque l'explosion des prix de l'énergie a frappé l'ensemble des établissements, tout le monde a compris que nous avons plutôt bien fait d'entreprendre la rénovation des bâtiments. Et d'ailleurs, nous la relançons en ce moment en collaboration avec l'ADEME, puisqu'on a un vaste programme sur l'ensemble de nos établissements pour améliorer la qualité thermique des bâtiments. Mais on pourrait dire que le fait de s'adresser à des fournisseurs locaux en matière d'alimentation, ça pouvait paraître un peu woke il y a quelques années. Lorsqu'il y a eu des difficultés d'approvisionnement, lorsqu'il y a eu des routes bloquées, lorsqu'il y a eu une explosion des prix d'alimentation, on était assez content d'avoir des accords avec les producteurs locaux. Oui, effectivement, et vous avez renforcé ce partenariat avec l'ADEME. Il y a notamment ce programme qui s'appelle DETER pour décarboner le tertiaire. Absolument. C'est ça que vous déployez dans on va le déployer. On le fait depuis quelques années. Et l'ADEME est intervenu pour aider, financer les recherches, parce que lorsqu'on a plus de 1000 établissements à travers le pays, dont certains font plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, ça représente un investissement assez lourd. Donc l'ADEME nous accompagne, mais l'idée c'est vraiment, évaluer les besoins, et deux, prendre les mesures pour permettre d'avoir des énergies plus vertes sur l'ensemble de nos bâtiments. Est-ce que ça touche aussi l'alimentation, le fait de chercher de l'alimentation plus durable ou même plus locale? Absolument. Alors ça touche l'alimentation d'une part dans nos propres établissements, c'est-à-dire qu'on essaie... Je crois que nous sommes à peu près parvenus à avoir plus de la moitié de l'alimentation bio dans nos crèches. On essaie d'avancer sur le reste des établissements. Ça coûte plus cher? Ça coûte plus cher, ça coûte sans doute un peu plus cher. La question, c'est la qualité, comment on lutte contre le gaspillage. Encore une fois, si on fait plus intelligemment, on devrait faire en sorte que ça coûte pas plus cher, parce que lorsqu'on s'approvisionne localement, on est moins sensible au coût du transport et du carburant, etc. Après, on a des actions spécifiques. Vous parliez des épiceries solidaires. Nous sommes implantés dans les marchés d'intérêt nationaux, et en particulier Rungis, avec Stéphane Layani qui le dirige et qui est un de nos grands supporters. On a installé des chantiers d'insertion qui récupèrent les fruits et légumes invendus, qui permet de les conditionner et de les faire arriver dans nos épiceries solidaires, puisqu'on a un réseau de plus de 700 épiceries solidaires. Et là aussi, ça permet à des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à une alimentation de qualité, parce que la réalité, c'est que lorsqu'on va dans un supermarché et que nos camarades de l'armée, du secours catholique ou du secours populaire récupèrent des denrées, c'est souvent des denrées sèches, c'est-à-dire des pâtes, du riz, etc. Donc faire arriver dans les épiceries solidaires, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement, des fruits et des légumes qui auraient été mis à la benne, c'est plutôt intelligent et ça ne coûte pas plus cher. Alors, on va ouvrir un chapitre consacré à la ruralité. Le groupe SOS agit, entre autres, mais pour revitaliser un certain nombre de zones rurales. Et celui qui était à votre place la semaine dernière, Nicolas Chaban, le directeur général de la marque de consommateurs C'est qui le patron, a une question pour vous sur ce thème. On l'écoute. Jean-Marc Borrello, bonjour. On sait que vous faites beaucoup pour les campagnes et la ruralité. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point, selon vous, faire vivre ces campagnes est important pour les campagnes, mais aussi pour le pays tout entier? Voilà, merci beaucoup. C'est important, pas seulement pour les campagnes. C'est ce que je retiens de sa question, pour le pays tout entier. Pourquoi ? Parce que si disparaissent les services dans les zones rurales, on va avoir des fortes augmentations dans les zones urbaines qui ne seront pas capables de loger les gens, et on voit le prix de l'immobilier, qui devront habiter de plus en plus loin et donc se déplacer pour venir bosser. Donc les programmes SOS sur la ruralité, c'est évidemment
le plus célèbre d'entre eux, les 1000 cafés, puisqu'on en a ouvert et on doit entre 300 ou 400 aujourd'hui, et on continue à développer ce dispositif. Mais c'est aussi les villes moyennes où on s'est attaché à essayer de comprendre ce qui n'allait pas. La fermeture des boutiques dans les villes moyennes, on avait des rues principales dans des villes moyennes qui étaient petit à petit désertées. Et en réfléchissant, les camarades d'SOS ont inventé un machin qu'on appelle le co-selling. On l'a créé d'abord à Vitry-le-François. Oui. On s'est dit, il n'y a peut-être pas la place pour 8 boutiques différentes. Et puis, les gens n'ont pas forcément les moyens d'acquérir une boutique, signer un bail, s'engager pour plusieurs années. Donc, on a loué des boutiques avec les collectivités locales, souvent, la mairie de Vitry-le-François, par exemple, et on a installé 6 commerçants dans la même boutique, qui paient 100 € par mois, mais qui peuvent arrêter à tout moment, qui ne sont pas prisonniers d'un bail, qui n'ont pas d'investissement. Et donc, dans la même boutique, vous avez 5 ou 6 commerçants différents. Et du coup, la boutique revit, le modèle économique est plus facile, ils s'entraident. Et donc, on fait revivre dans une boutique ce qui n'existait plus dans le village. Est-ce qu'il y a un effet d'entraînement? C'est-à-dire, ça vaut pour l'opération 1000 bars ou le 1000 cafés, mais peut-être aussi pour ces opérations dans la ville moyenne. C'est-à-dire, à partir du moment où une boutique ou un bar s'installe ou se réinstalle, qu'est-ce que ça crée après? L'idée, c'est de créer des cercles vertueux. C'est-à-dire qu'on peut s'installer. Quand on a regardé, le prix de l'immobilier est évidemment beaucoup moins cher dans ces villes moyennes ou dans ces villages, sauf que si vous vous installez là, encore faut-il avoir des services. S'il n'y a pas d'épicerie, si vous n'avez pas accès au minimum, vous ne pouvez pas vous installer. Donc l'idée était de dire, essayons de retrouver les conditions qui permettent aux gens de s'installer. Si des gens arrivent, s'ils s'installent, ça fait des enfants qui peuvent permettre de réouvrir l'école. Ça fait un lieu dans lequel on peut aller refaire le monde, ce qui est mieux que de le faire sur des parkings ou des ronds-points en discutant. Ça fait une épicerie où on peut aller acheter le sel qu'on a oublié d'acheter la semaine d'avant. Et donc, en clair, ça crée un dispositif vertueux pour le village qui permet de réattirer des habitants. Puisqu'on parle de ruralité, alors le patrimoine français, il n'est pas seulement en milieu rural, mais il est aussi très important en milieu rural. Il y a des actions du groupe SOS, des associations qui sont spécifiquement engagées sur ce... J'imagine que oui, parce que quand on est aussi grand que le groupe SOS... Alors absolument. Dans la plus belle ville du monde, Marseille, il y a un Vous êtes un peu parti pris là, mais bon. Je suis un tout petit peu parti pris, mais ça s'entend à mon accent, donc la couleur est annoncée. Il y a un fort à l'entrée de la ville qui s'appelle le fort Saint-Nicolas, construit par Louis XIV, qui était abandonné. Il a servi de prison pendant l'occupation, mais clairement, il était interdit d'accès au public depuis 380 ans. Une de nos associations, Actavista, l'a rénové pendant 15 ou 20 ans pour le rendre accessible au public. Et le secteur culture du groupe SOS vient de le réouvrir au public. Donc c'est sur le Vieux-Port. En moins de 6 mois, on a eu 200 000 visiteurs parce que ce bâtiment était à la vue de tous sur le port et personne ne pouvait y accéder. Aujourd'hui, il y a des pépinières d'entreprises culturelles, il y a des bistrots, il y a un jeu de boules évidemment, sinon on ne serait pas dans le Midi. Il y a des visites organisées sur l'histoire du lieu. Et donc, c'est à la fois de la rénovation du patrimoine par une association d'insertion où les jeunes apprennent le métier de rénovation du bâtiment ancien et sortent avec un diplôme. Donc, évidemment, c'est un sujet de formation pour des jeunes des quartiers nord qui, objectivement, n'avaient pas connu le patrimoine ancien. C'est une fierté pour eux de travailler sur ces sujets. C'est-à-dire que participer à la rénovation d'un lieu emblématique, c'est plus sympa que de repeindre la cage d'escalier de l'HLM dans laquelle on habite. Donc il y a de la fierté, il y a de l'acquisition de compétences et il y a 200 000 Marseillais qui découvrent le Fort Saint-Nicolas depuis moins d'1 an. Nouveau chapitre dans ce grand entretien consacré aux crèches et aux EHPAD et à la question du non lucratif. Crèches et EHPAD privées, certaines d'entre elles qui ont été dénoncées dans notamment 2 livres enquête du journaliste Victor Castanet. Peut-être une question générale pour commencer. Quelles leçons vous tirez de ces scandales? On peut parler de scandales.
Je crois qu'il faut pouvoir, il faut être mesuré. Il y a des difficultés que nous partageons tous. La difficulté de recruter du fait des salaires, même si le Ségur a permis d'augmenter les salaires, ça n'est pas encore au bon niveau. Donc que l'on soit privé, public, lucratif ou pas, il y a un véritable effort à faire en matière de recrutement des salariés, de carrière, etc. D'attractivité. D'attractivité des métiers. Alors, nous avons pris comme option à SOS, non pas de payer beaucoup plus parce que les réalités économiques sont ce qu'elles sont, mais plutôt de dire, on peut devenir aide-soignant, mais on vous accompagnera dans votre évolution. Être aide-soignant pendant quelques années, si on prépare l'école d'infirmière, ça permet de devenir infirmière, et si on est infirmière, on peut continuer ses carrières. Je crois que 5 de nos 11 ou 12 hôpitaux sont dirigés par d'anciennes infirmières qui sont devenues cadres de santé, directrices d'hôpitaux. Et on est très content d'avoir d'abord une majorité de femmes qui dirigent ces hôpitaux, mais en plus de femmes qui ont été d'abord infirmières. Donc ça, c'est donner une perspective. La promesse SOS, c'est venez comme vous êtes, on vous accompagnera. Pardon pour la reprise. Mais c'est vraiment ça le sujet. Ensuite, ce qui a été dit sur les EHPAD, sur les crèches, la mercantilisation de ces deux fragilités dont vous parliez. Alors, là encore, il y a ce qui relève de l'escroquerie pure et simple. Donc, évidemment que l'ex-groupe Orpea n'aura sans doute rien à voir avec l'actuel, quand on a un actionnaire qui est un actionnaire public, puisque c'est la Caisse des dépôts qui a sauvé ce dispositif, on aura évidemment des pratiques qui n'existeront plus. Il n'empêche que moi qui ai toujours dit qu'il n'y avait pas de vertu dans les statuts, je me dis aujourd'hui que lorsqu'une activité n'est plus lucrative, parce que la réalité c'est que les marges n'auront plus rien à voir avec ce qu'elles ont été dans le passé, peut-être que le non lucratif a un peu de savoir-faire. Comment fait-on ? Nous avons des coûts de gestion qui sont objectivement plus économes que le privé lucratif. Dans le groupe SOS, les salaires, depuis le début, sont limités de 1 à 15. Donc il n'y aura pas de salaire extravagant que je peux lire ici ou là sur des dirigeants d'entreprise et dont j'avoue que je suis toujours un peu étonné parce que pour 10 fois moins, il y a des tas de dirigeants talentueux qui dirigeraient ces mêmes entreprises. Les entreprises publiques ont des limitations de salaire et sont dirigées par des grands serviteurs de l'État qui réussissent très bien. Je ne suis pas persuadé qu'il soit utile de payer quelqu'un 30 millions d'euros par an pour en plus perdre de l'argent. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Donc je pense que le non lucratif a une carte à jouer. C'est 20%, par exemple, si on regarde les crèches, c'est 20% des crèches françaises aujourd'hui qui sont gérées par des structures associatives. En fait. On a à peu près, selon les catégories, le public, le privé non lucratif et le privé lucratif. Alors, le privé lucratif revendique quelquefois la participation à l'intérêt général, et ce serait vrai s'il admettait, par exemple, dans les EHPAD, des personnes à l'aide sociale. Parce que, évidemment, un EHPAD qui accueille des gens qui n'ont aucun revenu et pour lequel c'est le département qui se substitue, c'est moins rentable. Alors, on peut aussi innover sur le plan économique. Le groupe SOS avait inventé il y a 7 ans un dispositif économique un peu particulier qui vient de devenir légal il y a 3 mois. On avait un peu anticipé l'évolution réglementaire. C'est ce qu'on avait appelé le surloyer solidaire. L'idée selon laquelle tout le monde doit accéder au même service, mais tout le monde n'est pas obligé de payer le même prix. En clair, on entre en EHPAD chez nous à peu près à 84 ans. Nous sommes évidemment beaucoup moins chers que le privé lucratif. Nous avons une partie de gens qui sont à l'aide sociale, donc qui ne payent pas. Et pour les autres, il y a une petite évolution en fonction des revenus, considérant que quelqu'un, parce que ça arrive, qui a 6 000 euros de revenus mensuels, qui paie 1 800 euros ou 2 200 par mois, ça ne change pas forcément sa vie ni la vie de ses futurs héritiers. Donc on a adopté ce dispositif. J'avais fait le tour il y a 7 ans des pouvoirs publics en demandant si c'était autorisé. Personne n'a été foutu de me répondre. Donc vous avez dit, j'ai refait un deuxième tour. Non, on y va. J'ai refait un deuxième tour en posant la question différemment. Est-ce que c'est strictement interdit ? Personne ne m'ayant répondu, on a décidé de l'adopter aux grandes dames des services juridiques du groupe SOS qui m'ont traité de dangereux gauchiste. On l'a mis en place et j'ai essayé de convaincre les ministres de la Santé successifs que c'était le dispositif qui ne coûtait rien à l'État,
qui, en matière d'intérêt général, me paraît le plus, j'allais dire en matière politique, me paraît le plus juste. Ça veut dire que tout le monde a les mêmes services, mais que ceux qui gagnent moins paient moins, ceux qui gagnent rien, enfin ceux qui n'ont pas de revenus, l'aide sociale se substitue. Grâce à ça, nous sommes les premiers gestionnaires d'EHPAD de ce pays, et ça va s'amplifier de manière notoire dans les semaines qui viennent. Et je pense qu'on rend un vrai service d'intérêt général en ayant des comptes équilibrés, puisque le groupe SOS, vous l'avez dit, cette année, ce sera 2 milliards. Ce n'est pas un chiffre dont on se gargarise. Et une année, on gagne 5 millions. L'année d'après, on perd 5 millions. Enfin, si j'étais patron d'une entreprise cotée, je serais viré depuis 38 ans. En fait, je n'aurais pas fait une brillante carrière. Le but, c'est l'équilibre. Nous sommes plus sobres dans la gestion et donc sans doute que ces secteurs sont plutôt des secteurs dans l'économie sociale devraient fonctionner. Mais ça veut dire que ce modèle va naturellement s'imposer? Est-ce que c'est le pari que vous faites ou est-ce qu'il faut un coup de pouce de l'État d'une certaine façon ou un changement de réglementation ou Ni l'un ni l'autre. Ouais. Naturellement, rien ne s'impose. On s'impose avec l'optimisme de la volonté. Et le coup de pouce de l'État, qu'il le garde. Objectivement, il y a des secteurs qui méritent d'être aidés lorsque les gens n'ont aucun revenu, lorsqu'ils sont en situation de dépendance particulière, évidemment, que la solidarité nationale doit jouer. En revanche, je pense que si ce secteur s'impose, c'est parce que les acteurs de ce secteur vont l'imposer. Et moi, SOS, on aime bien la concurrence. On aime bien gagner, on aime bien la bagarre, on aime bien les appels d'offres, et encore mieux, lorsqu'on a des appels d'offres, ce qui est souvent le cas, contre le privé lucratif. On m'a longtemps dit, quelle est la différence entre tes EHPAD et ceux d'Orpea? Moi, je dois dire que grâce à votre confrère Castanet, ils viennent de comprendre. Et d'ailleurs, Castanet sera avec la ministre, moi et puis le président de la Mutualité, au sommet de la mesure d'impact sur ces sujets-là. Voilà, le sommet de la mesure d'impact au mois de mai au CESE, Absolument. au Palais d'Iéna à Paris. Merci beaucoup, Je vous en prie. Jean-Marc Borrello, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.